Si tout le monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se débat. Saison 1, épisode 15. 15 comme Louis XV, dit le bien-aimé roi de France entre 1715 et 1774, soit pendant 58 ans. On souhaite la même longévité à cette émission. Au sommaire ce soir, Tsahal, le Shin Bet et la police des frontières ont lancé une vaste opération antiterroriste dans le nord de la Samarie. Mais la menace terroriste peut-elle être éradiquée par des opérations militaires à répétition? Débat dans quelques minutes. Nous recevrons ensuite ce soir Bruno Cyr, président honoraire de l'université Toulouse-Capitole. Il signe une tribune collective avec 36 autres universitaires et intellectuels dans laquelle il s'indigne de la publication par un historien de l'université Lyon 2 d'une liste de personnalités génocidaires à boycotter. Rendez-vous après la pub. Pour un tour de l'info, je demanderai à chacun des débatteurs de réagir à une information polémique du jour. 4 informations, 4 polémiques. Vous connaissez désormais cette séquence de l'émission. Le second débat sera consacré à une affaire qui secoue Israël. C'est une jeune arabe israélienne qui a fait l'apologie du terrorisme au lendemain du 7 octobre. Faut-il retirer la nationalité israélienne à toutes les personnes qui font de l'apologie du terrorisme? Hier, Greta Thunberg fut la muse de Julien Astal. Quelle sera sa source d'inspiration ce soir? Rendez-vous à 21h54 pour la carte blanche. Vous êtes bien installés sur votre canapé? Allez, c'est parti. Ça se débat, saison 1, épisode 15. 15 comme la place qu'occupe le FC Barcelone en Ligue des Champions actuellement. Bonsoir Rachel Bourlier, comment allez-vous? C'est pas sympa, hein, Raphaël, c'est pas sympa de me faire ça ce soir. Parce que Rachel Bourlier est supportrice du FC Barcelone, voilà. JPP, j'en peux plus. J'étais vraiment très très mal hier. Ça va pas du tout. Je déteste Estevao, le jeune prodige brésilien de Chelsea. J'ai passé une soirée pas au top. Mais bon, on va se remettre. On va dire qu'il vous a mis la misère du côté du FC Barcelone. On a passé, bon, c'était pas top. À vos côtés ce soir, Yael Lerrer, heureux de vous retrouver dans Ça se débat. Bonsoir. Et à Tel Aviv, l'homme avec qui je passe tous mes mercredis soirs, ou presque, depuis septembre. Bonsoir Amir Badran, comment allez-vous? Bonsoir Raphaël. On se voit souvent quand même. Ouais, quand même. Mais vous n'étiez pas là la semaine dernière? Oui. Tout va bien? La semaine dernière, je ne pouvais pas y être, j'avais un empêchement. Mais tout va bien? Bien sûr. Super. En face de vous, monsieur Nathanaël Slama. Vous avez préparé vos meilleurs punchlines? On va faire au mieux. Parce que il y a 2 semaines, il y a eu à peu près 1 million de vues cumulées sur la séquence avec Thomas Guénolé. Vous n'allez pas sortir de l'émission pour faire des vues. Non, moi je fais pas ce genre de. Vous faites pas ce genre de choses. Voilà. Bon, c'est un très beau casting ce soir. Moi, je sens que ça va être une émission excellente. Alors, ne me décevez pas. Quels débatteurs ont gagné les face-à-face de l'émission d'hier? À la question, êtes-vous d'accord avec la déclaration de Benyamin Netanyahou? Les accords visant à libérer des terroristes contre le retour d'otages encourageront de futurs enlèvements. Vous êtes d'accord à 94% avec Ryan Berkovitch. Et à la question, les frères musulmans du parti Ra'am sont-ils un danger pour Israël? Vous êtes également d'accord à 94% avec Elliot Maman et Nathanaël Slama approuve. Il a voté, vous avez voté. Non, dès que je vois Chaim Berkovitch dans une phrase, je suis d'accord avec Chaim. Et vous votez? Ah oui, toujours. Allez, premier débat de l'émission. Tsahal et le Shin Bet ont annoncé ce matin avoir lancé une opération antiterroriste de grande envergure dans le nord de la Judée-Samarie, affirmant qu'il ne permettrait pas aux groupes terroristes de s'implanter durablement dans la région. Fin de citation. Cette opération a inspiré l'équipe de Ça se débat et nous avons posé 7 questions à nos débatteurs. La menace terroriste en Judée-Samarie peut-elle être éradiquée par des opérations militaires? Nathanaël Slama a répondu oui en majuscule, et Yael Lerrer a répondu non en majuscule aussi. Ça se débat, saison 1, épisode 15, face à face 1, c'est parti. Nathanaël Slama, vous commencez, vous aurez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Yael, vous connaissez le principe, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt? Oui. Nathanaël, c'est à vous, vous regardez cette caméra. 1 minute pour convaincre, c'est parti.
Déjà, premièrement, c'est une question logique. Quand on a une bombe à côté de nous, il faut d'abord la désamorcer avant de pouvoir parler à côté. Donc aujourd'hui, ce que fait Tzahal, c'est de commencer à désamorcer les cellules terroristes qui se trouvent en Judée-Samarie. On parle de milliers d'hommes armés, de milliers de cellules terroristes qui peuvent arriver. Donc avant de parler d'une solution politique ou d'une solution géopolitique ou une confrérie entre les peuples, il faut déjà désarmer ceux qui peuvent apporter un danger contre Israël. Ceux qui peuvent aujourd'hui laisser un monstre grandir, comme on a fait il y a 20 ans, dans la bande de Gaza, on a laissé le Hamas grandir pour devenir finalement une milice iranienne aux frontières israéliennes. Aujourd'hui, le commandement centre d'Israël comprend qu'il ne faut pas laisser le Hamas de Judée-Samarie, ni le djihad islamique, ni l'autorité palestinienne s'armer pour mettre ses armes contre des citoyens israéliens. On n'est plus dans le mode de réaction, on est en un mode où on évite justement que ces bastions terroristes restent des bastions terroristes en essayant au maximum de nettoyer le territoire. Stop. Yael Lerer, c'est à vous, 1 minute. En fait, j'ai que 60 secondes, alors je vous envoie tout au dictionnaire français, pour tous les dictionnaires, pour voir c'est quoi la définition des mots terreur et terrorisme. Alors, les vrais terroristes sur le terrain, c'est les colons qui font les pogroms tous les jours. Les vrais terroristes, malheureusement, c'est l'armée israélienne. Alors, je pense que tout le débat est complètement erroné. Alors, si on parle de cette guerre contre les Palestiniens dans la Cisjordanie, alors, moi, je vais aussi vous envoyer un autre texte juif qui s'appelle le Haggadah et les Bibles, qui parlent des peuples opprimés et ce qu'il fait quand on est opprimé. En hébreu, on dit et de toute façon, si on veut un jour une solution, si on veut un jour vivre ensemble, il faut annuler le système d'apartheid existant, il faut terminer l'occupation et il faut avoir une vie qui est basée sur l'égalité citoyenne. Merci beaucoup. Amir Madran, vous votez Nathaniel Eslama ou Yael Lerer? Écoutez, c'est pas question de vote, hein, c'est question de... parce qu'il y a un vote sur Instagram, là, c'est pour ça. Alors, il faut choisir. Bien sûr, écoutez, l'explication normale des faits est celle de Yael. C'est ce qui est en train de se passer dans les territoires palestiniens occupés en Cisjordanie. En fait, ce sont les terroristes, ce sont les colons qui sont là-bas. Et d'ailleurs, vous savez, ce qui devient de plus en plus dangereux ces dernières années, c'est que les colons font des actes de représailles. Ils brûlent des villages entiers. Ils s'attaquent à des gens âgés. Ils tuent les colons bêtes israéliens et les hommes et les femmes. Et est-ce que vous savez ce qui est le plus dangereux en ça, le fait, c'est que l'armée israélienne envoie des hommes armés tuer des gens à bout portant dans des restaurants. Les fusils et donne l'uniforme à ces gens-là, et ils font ça sous l'emblème de l'État. Et ça, c'est terrible. Attendez, déjà, Monsieur Badran, moi j'étais témoin. Une seconde. Okay. Vous avez employé un mot, vous avez employé le mot représailles. Vous dites les colons israéliens font des représailles, mais des représailles à quoi? Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, une représailles, c'est... Alors je reprends le terme pour être encore plus exact. Allez-y. Je veux dire que ce qui est en train de se faire dans les territoires occupés par ces colons juifs, c'est ce qui est défini par l'armée israélienne comme du terrorisme juif envers ces Palestiniens. Rachel Bourlier, Tzahal affirme qu'elle ne permettra pas, je cite, aux groupes terroristes de s'implanter durablement dans la région. Enfin, durablement, mais ça fait des décennies que les groupes terroristes sont implantés en Judée-Samarie. Évidemment, absolument. Mais pour éviter que ce qui se passe à Gaza vienne s'implanter en Judée-Samarie, ce qui se passe, c'est que Tzahal est déjà là depuis un moment et il fait ce qu'ils appellent tondre le gazon. C'est-à-dire que quand il y a des groupes terroristes, eh bien, Tzahal fait ce qu'il a à faire. Il liquide ces groupes terroristes et il le fait comme il le fait au Liban. Il fait en sorte que les civils ne soient pas attaqués et même il sauve, l'autorité palestinienne en permettant à ce que Abou Mazen ne soit pas liquidé et l'autorité palestinienne, puisqu'on sait que le Hamas veut la peau d'autorité palestinienne. Donc dans cette région-là, exactement, ils sont bien contents d'avoir Tzahal qui
veille à ce que le Hamas ne vienne pas faire ce qu'ils font à Gaza. Moi, j'aurais même. Oui, attends. Entre ce que dit Yael Lerer et ce que dit Amir Badran, il y a des terroristes palestiniens qui tuent des civils israéliens, que ça soit aveuglement. Oui, j'ai été témoin d'un attentat. C'est comme ça que j'ai commencé mon chemin ici sur I24. C'est un attentat à Élis. C'est un ancien policier de l'autorité palestinienne qui a tiré à bout portant sur des civils israéliens. Ça, c'est du terrorisme. Quand vous avez 4-5 jeunes qui vont jeter des pierres ou même brûler une usine, ça, c'est pas du tout, c'est du vandalisme, peut-être nationalisé. Israël s'est indigné complètement, alors que ce même terroriste-là qui a tué à bout portant 4 juifs ce jour-là, il a sa photo en poster à Ramallah et à Shrem. Sur des témoignages et des enquêtes que donnent des soldats qui viennent de Gaza. Non, pas Chevron-Mishtika. Lesquels ? Ceux qui sont ultra-gauche, qui ont des intérêts politiques arrêtez de les catalogiser. Alors, sans catalogue, oui. Je suis en train de vous dire des choses, des faits. Des soldats qui reviennent de la guerre de vengeance à Gaza et qui parlent et qui n'en peuvent plus. Ils disent, écoutez, on a fait des trucs terribles. On a tué comme des snipers sur des gens qui n'avaient même pas d'armes. Ils avaient rien de menaçant. Alors je vous on a tué des gens qui étaient sur notre ligne, qui étaient une ligne imaginaire, qui savaient même pas qu'il fallait pas traverser. On a tué des gens, on a terrifié des enfants. Je vais vous donner une réponse. Vas-y. Je vais vous donner une réponse. Il y a une différence entre commettre une erreur, entre faire des actions qui sont délibérément condamnées et condamnables, et avoir une culture entière de sublimer la personne qui va partir en guerre, qui va faire le djihad. La société israélienne n'est pas une société qui va acclamer le djihadiste ou le terroriste. On n'a pas vu de colons israéliens faire un attentat à Shrem. Le monde entier a vu. Faire exploser un bus à Shrem. Vous avez fait exploser pendant 15 ans des bus à Tel Aviv. Messieurs, Yael Lerer, une question pour vous. Ces opérations, comme l'a dit Rachel, elles permettent aussi à des menaces imminentes d'éviter ces menaces imminentes, d'éviter des attentats contre des Israéliens. Vous ne niez pas le fait qu'il y ait des attentats contre des Israéliens. Moi, je suis contre les violences en général. Et évidemment, toutes les violences contre des civils est condamnable. Et c'est très bien qu'Amir, il vient de parler aussi à Gaza, où on a plus que 20 000 enfants qui étaient tués par l'armée israélienne. Ça, c'est pas une erreur. Ça, c'est une politique d'État. Et ça, si c'était vraiment des erreurs, comme Netanel vient de nous dire, alors il aurait dû l'arrêter il y a déjà 2 ans, c'est-à-dire 1 mois après. Et alors, tous ces trucs-là qui ont tué des civils tout le temps, et c'est pareil dans les Cisjordanie. On n'arrête pas, c'est-à-dire, c'est pas que les pogroms des colonnes qui font ensemble avec l'armée, c'est aussi des manifestants qui sont tués par l'armée. C'est beaucoup de civils qui sont tués par l'armée. Attendez, alors, moi, d'abord, je suis très républicaine, je suis pour la loi internationale. L'armée israélienne, il n'a rien à foutre dans les Cisjordanie. C'est-à-dire, c'est pas son rôle d'y être. C'est un territoire occupé. C'est la politique, par ailleurs, officielle de la France. La Cisjordanie est un territoire occupé. Alors, le rôle de l'armée israélienne là-bas, c'est retirer, pas plus que ça. Rachel Bourlier, cette opération, elle succède à une autre opération et elle précédera sûrement une autre opération. La question qu'on peut se poser, c'est jusqu'à quand ? Mais heureusement que l'armée, moi je ne suis pas du tout d'accord avec elle, jusqu'à quand l'armée israélienne doit rester parce que, comme je vous l'ai dit, elle protège les civils israéliens, mais elle protège aussi, elle travaille elle protège l'autorité palestinienne. Pendant très longtemps, Abou Mazen était bien content de travailler, d'avoir l'armée israélienne pour l'aider et le protéger, parce qu'on sait très bien que le Hamas veut sa peau. Donc c'est l'inverse. Non, je crois pas. Non. C'est l'inverse. C'est l'autorité palestinienne. Donc jusqu'à quand pour l'instant? Et puis alors, pour comprendre ce qui se passe dans la communauté internationale et chez les Palestiniens. Ce qui se passe, c'est que il faut surtout que cette région-là est en train d'essayer d'être déstabilisée, parce que la Turquie joue un double jeu en ce moment. D'un côté, avec Trump en train de dire on fait des accords, je veux faire partie du deal sur les accords, et en même temps en train de continuer de fournir des armes au Hamas et de déstabiliser cette région. Donc ils
Israël, bien évidemment, doit rester et de continuer de protéger et ça va durer, bien évidemment, tant que la paix ne sera pas là. Amir. Écoutez, la situation en Cisjordanie est terrible. Les territoires occupés là-bas sont dans une situation qui commence à être aussi grave que celle de Gaza. Et cela ne dure pas d'hier. Vous savez que même l'armée israélienne et que même les forces de sécurité israéliennes qualifient de nombreux actes de ces colons juifs comme des actes terroristes qui sont perpétués. Encore vous revenez sur les colons juifs dans les Palestiniens. C'est pas des colons. Des colons, des gens qui sont installés de la force de la Bible qui nous attache à cette terre depuis 3000 ans. Mais appelez ça des colons, appelez ça comme vous voulez. Vous voulez transférer ça pour une guerre de religion, c'est ça ce que vous cherchez. D'abord, je réponds à une question. Ce qui a été valable il y a 2000 ans, c'est intéressant et c'est valable. La deuxième question. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, sur le terrain, quand il y a un peuple de Palestiniens, de plus de 7 millions de Palestiniens qui vivent ici, 45. On avance. Alors, on avance. Rien du tout. Très rapidement. À la deuxième réponse, oui, c'est une guerre de religion. Vous pouvez pas l'effacer. Et premièrement, si vous étiez si les Palestiniens étaient un vrai peuple de paix, ils n'auraient pas eu autant de. On avance. Ils n'auraient pas eu autant de problèmes à les désarmer. Le seul problème, c'est de les désarmer. On avance. C'était la fin du premier débat. N'oubliez pas d'aller voter sur le compte Instagram d'i24 News. Oui pour Nathaniel Slama, non pour Yael Lerer. La lutte contre l'antisémitisme sous toutes ses formes et d'où qu'il vienne n'est ni de droite ni de gauche. Elle transcende les appartenances politiques, car elle est une condition essentielle de notre dignité. Ces mots concluent une tribune publiée dans le Figaro, que vous voyez s'afficher à l'écran, par des universitaires et des intellectuels suite à la publication d'une liste de la honte de 20 génocidaires à boycotter par un universitaire. Nous recevons ce soir un des signataires de la tribune. L'interview du tac au tac avec Bruno Cyr, c'est maintenant. Bonsoir Bruno Cyr, merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Alors, première question, je vais aller directement. En signant cette tribune, vous défendez des génocidaires à boycotter. La France insoumise va également vous qualifier de génocidaire à boycotter. Oui, bon, ça ne m'émeut pas beaucoup parce que je n'ai rien à voir avec un génocidaire. Et les gens qui sont cités dans cette tribune, dans cet article scandaleux qui donne 20 noms de gens qui soi-disant sont des génocidaires, n'ont également rien à voir avec des génocidaires. Il y a un détournement profond du sens des mots qu'il faut absolument dénoncer. On est d'accord ou pas d'accord avec la politique de M. Netanyahou sur la bande de Gaza, mais en aucun cas on ne peut dire qu'il s'agit d'un génocide si on regarde tout simplement la définition du mot génocide. Donc dénoncer un génocide là, c'est déjà une erreur et c'est déjà un biais qui introduit beaucoup de confusion, mais alors en plus, mettre à la vindicte 20 personnes, parmi d'autres, mais enfin 20 personnes particulièrement connues, qui seraient génocidaires parce qu'ils n'auraient pas dénoncé ce que les gens prétendent être un génocide, alors de mon point de vue, il ne s'agit en aucun cas d'un génocide, c'est absolument scandaleux. Et c'est pour ça qu'on a publié cet article avec un certain nombre de collègues universitaires pour dire que là, il y a une dérive d'un certain nombre de collègues qui ne devraient pas signer des articles comme ça en prétendant qu'ils sont universitaires. Mais des internautes ont retrouvé un tweet de l'auteur de cette liste, de la honte, dans lequel il évoque la juiverie internationale, et ils sont nombreux à gauche à continuer de le défendre. Est-ce qu'une partie de la gauche française n'est pas en train de sombrer dans un antisémitisme proche, dans les mots de l'antisémitisme hitlérien, parler de juiverie internationale? Oui, bon, il faut être clair, la gauche a toujours eu un courant antisémite, ça date pas d'aujourd'hui, ça remonte dans l'histoire à très très loin. On peut citer des noms, l'affaire Dreyfus a été un révélateur,
d'un antisémitisme profond dans la gauche. Je rappelle que Jaurès a eu des propos très antisémites à l'époque. La SFIO était elle-même antisémite à la fin du 19e et au début du 20e. Le Parti communiste français, dans la période de l'entre-deux-guerres, était également assez marqué antisémite parce qu'il voyait chez les Juifs, il assimilait les Juifs au grand capital. Donc, il y a toujours eu ce courant antisémite à gauche et à l'extrême gauche, et on en a une résurgence aujourd'hui, clairement, à travers ce type d'article. Le Monde a publié un article ce matin titré ainsi « Une dizaine d'actes antisémites signalés dans les universités depuis la rentrée. Est-ce que vous sentez un climat hostile aux étudiants juifs à Toulouse ?» Alors à Toulouse, plus qu'ailleurs, non, mais globalement, sur le territoire, oui. C'est sûr que le problème entre les Palestiniens et l'État d'Israël développe un sentiment antisémite. Et il est vrai que dans nos universités, la jeunesse est assez sensible aux thèses défendues par l'extrême gauche, qui sont des thèses complètement pro-palestinienne, complètement donc anti-État juif. Et être contre la politique de Netanyahou, c'est-à-dire contre la politique de l'État juif aujourd'hui, eh bien, dériver sur de l'antisémitisme, il n'y a qu'un pas. Et je pense qu'une partie de notre jeunesse, qu'on retrouve dans les universités, effectivement, dérive sur un antisémitisme sans trop avoir réfléchi à ce que ça signifie véritablement. Et pour revenir à cette liste dévoilée, qu'avez-vous pensé de la réaction du ministre français des universités ? Le ministre français a bien réagi en disant que c'était absolument scandaleux. Je rappelle que le président de l'université dont il s'agit, enfin où ce collègue est en poste, a lui-même réagi en disant que c'était scandaleux. Je crois qu'il y a une relative unanimité par des gens qui ont un peu de recul pour dire que c'est inadmissible de publier une liste de gens qui seraient voué à la vindicte parce qu'il serait soi-disant antisémite du fait qu'il n'aurait pas pris position pour le Hamas, en quelque sorte. Je résume, je caricature un peu, mais c'est un peu ça le fond du problème. C'est qu'à partir du moment où vous ne dénoncez pas l'État d'Israël comme étant génocidaire et où vous dites que le Hamas est peut-être un groupe terroriste, enfin peut-être de mon point de vue sûrement, un groupe terroriste qui a mené des actions qui sont absolument inqualifiables et inadmissibles, eh bien vous êtes qualifié d'antisémiste. Et ce qui est grave, c'est que ce monsieur qui s'appelle Julien Terry, ce monsieur qui a écrit cet article en dénonçant une vingtaine de personnes, au fond, il a fait ce qu'on a refait pendant l'entre-deux-guerres et au début de la guerre de 40, c'est-à-dire qu'il a mis une étoile juive sur le bras d'un certain nombre de gens. C'est absolument inqualifiable, si vous voulez. Je cite des noms. Charlotte Gainsbourg. Est-ce que Charlotte Gainsbourg est génocidaire ? Pascal Bruckner, Alain Minck, Philippe Torreton, est-ce que tous ces gens sont génocidaires ? En fait, comment peut-on écrire des choses pareilles ? C'est inqualifiable. Pour moi, c'est impardonnable. Bruno Cyr, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Vous revenez quand vous voulez. Vraiment, merci beaucoup. À très vite. Merci à vous. Une réaction à ce que vous venez d'entendre ? J'adore Toulouse. J'étais à Toulouse pendant un an, entre 2012 et 2013. J'ai fait une capacité en droit à l'université de Toulouse. Et le climat à l'université à l'époque ? Le climat, c'était... on est comme en France. On va pas dire à tout le monde qu'on est juif et on va mettre sa kippa dans la poche parce qu'on a peur. Bon, après, j'étais aussi une cible israélienne, entre guillemets. J'étais suivi. Donc, mais en tout cas, le climat des professeurs et du cadre, il était magnifique. Et vraiment, Toulouse, très belle ville. La ville rose. Rachel, il reste 2 minutes avant la publicité. Si on n'a pas le temps de continuer sur ce sujet, promis, on continue après la pub. Rachel, j'aimerais vous entendre. Mais bravo à cet homme pour ses valeurs engagées, démocratiques que l'on vient d'entendre. Il faudrait qu'on puisse en entendre davantage. Ça nous donne vraiment de l'espoir et ça fait chaud au cœur de pouvoir voir qu'il nous donne envie de retrouver tout ce que l'on aime pour l'enseignement et la démocratie. Et j'entendais malheureusement
ma voisine Yael bondir un petit peu. Je suis pas totalement surprise, mais bravo. C'est ça, la République, les valeurs de la France. Yael, il reste 1 minute avant la pub, donc très rapidement, je vous écoute. Non, c'est juste pour vous dire, la liste était faite par les personnes qui ont signé en tribune contre la politique de la France. Oui, mais le problème, c'est l'appellation. L'appellation génocidaire. Il l'a publié, c'est pas lui qui a fait une collecte des personnes, qui a fait une liste des personnes. Oui, mais le problème, c'est l'appellation. Non, mais c'est important parce que c'est très important parce qu'on donne l'impression, et M. Cyr, il a donné l'impression et Julien Terry a cherché des personnes qui n'ont pas dénoncé le génocide. C'est pas ça. En fait, il a publié en tant que réaction aux tribunes qui je trouve scandaleuse, parce que je trouve scandaleux qu'il est le président décrit. On va continuer à en parler après la publicité, j'aimerais vous entendre. Il est l'heure de marquer une courte page de pub, à tout de suite sur i24 News. Israël Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israël Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israël Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israël Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment. Bâtissons l'avenir ensemble. עוד יותר, כן, עוד יותר, כן. מזל טוב. אתה הכי טוב. עוד יותר טוב. אלבר, רק את הטוב. ועוד הנפקה ניצחת לחברת ההייטק הישראלית. אולי יצאו יותר טוב, משה. Israël est fort et en pleine croissance. Maintenant, plus que jamais, c'est le moment de faire son alia. It's Christmas time, love is in the air, need you more than ever. Snow keeps snowing, the wind keeps blowing, but we'll be snug and so warm. And we wish you Merry Christmas, it's Christmas time at last. Le cadeau qu'on rêve tous d'avoir dans notre petit soulier est chez SFR. SFR, on s'engage pour vous. Ils visent des civils, des enfants, des familles. Au sol, une autre bataille se joue, celle de la vie. Les secouristes du Magen David Adom sont là chaque seconde auprès du peuple d'Israël. Mais ils ont besoin de vous. Un don, c'est une ambulance qui arrive à temps. Donnez maintenant. mda-france.org. mda-france.org. J'en ai marre de ces interviews. Tout est trop attendu, trop calibré, vous comprenez? Allergie au politiquement correct. Stade avancé. Et si on osait tout dire?
On essaye. Confidence, c'est un moment hors du temps. Des figures inspirantes, publiques ou plus discrètes, nous racontent leurs rêves, leurs blessures, leurs vérités. Confidence avec Nathalie Nagar. Sur le plateau d'i24 News, toujours en compagnie de Nathanaël Slama, Amir Badran, Yael Lerer et Rachel Bourlier. Vous connaissez la tradition, après la publicité, c'est toujours le moment de faire le tour du reste de l'info. C'est parti. Honneur aux dames, Rachel Bourlier, je commence avec vous. Un sondage Odoxa, publié ce mardi 25 novembre, place Jean-Luc Mélenchon parmi les personnalités politiques les plus réprouvées par les Français. L'organisation spécialisée dans la prise d'opinion classe une liste de 25 personnalités politiques selon leur appréciation auprès d'un panel. Jean-Luc Mélenchon n'obtient que 14% d'adhésion. Il reste également la personnalité la plus rejetée du pays à un niveau particulièrement élevé, 66%. Qu'est-ce que ça vous fait dire? Est-ce que vous dites bien fait pour lui, peut-être même que vous dites chais? Chais, comme ça. On va dire que bon, je suis assez d'accord avec ce sondage. Je suis pas surprise en fait, pour tout vous dire, parce que quand on voit ce qui se passe actuellement dans le paysage français, on va dire qu'il a flirté outrageusement. Il a incité les Français dans ce conflit israélo-palestinien. Il a même provoqué, j'ai envie de dire, les musulmans de France. C'était même une insulte à leur intelligence. Et donc, je pense qu'il y a un vrai désamour en ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, même si c'est un très grand orateur, on ne peut pas lui enlever ça. Donc, je pense que là, il y a une overdose de Jean-Luc Mélenchon, mais en même temps, soyons prudents parce que nous sommes encore à 2 ans de l'élection présidentielle, donc il est capable de nous faire un comeback, mais cette overdose, je suis assez heureuse, pour tout vous dire. Je ne cache pas ma joie, ma petite déception concernant le Barça. J'ai cette satisfaction concernant ce sondage. Sans transition, aucune. Voilà. Barcelone, c'est la mère. Non, c'était la mère voilà, de Barcelone. Exactement. On cherche toujours le rapport, Rachel, mais bon, c'est une belle transition quand même. Amir Badran, sans transition aucune, voilà. Vous allez voyager avec moi au Brésil. Ah bon? On voyage au Brésil. Okay. L'ancien président brésilien, Jair Bolsonaro, vous le connaissez bien, Jair Bolsonaro. Bah, je ne connais pas trop, mais bon. C'était un ami de Benjamin Netanyahou, oui, ami de Donald Trump. Oui. Un ami problématique, hein, il faut le dire. Il a commencé à purger une peine de 27 ans de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir mené une tentative de coup d'État à la suite de sa défaite à l'élection présidentielle de 2022. J'ai une question un peu provocante. Quand la gauche arrive au pouvoir, elle jette en prison ses opposants, c'est ça? Écoutez, j'avoue ne pas connaître en détail tout ce qui se passe là-bas, mais vous savez, même ici en Israël, on a toujours vu cette personnalité à côté de Benjamin Netanyahou comme une personnalité provocante, controversée, vous savez, criminelle, et c'est pas quelque chose en quoi on est fier. Et maintenant, c'est pas la seule personnalité dans le monde qui est proche à Benjamin Netanyahou, mais qui est terrible. Vous savez, ici en Israël, on a l'impression que on cherche des amis, peu importe où ils se trouvent dans le monde. Du moins, il suffit qu'ils respirent et qu'ils disent que ce sont des amis en Israël, alors qu'on les embrasse et on les prend dans les bras. Mais ce sont des gens qui sont terribles et ça nuit plus à Israël que ça lui donne quelque chose. C'est-à-dire que vous auriez préféré... Ça n'a aucun rapport avec le fait que ce soit aujourd'hui un gouvernement de gauche. Et d'autres alliés internationaux. Mais écoutez, je crois qu'Israël est un pays important dans le monde. Je le crois vraiment. Et je pense qu'il est important pour le peuple en Israël et les représentants, c'est-à-dire le gouvernement israélien, qui sachent que c'est très important d'être relié
au monde libéral, au monde éclairé, aux pays qui critiquent Israël, non pas parce qu'ils détestent Israël, non, pas du tout, parce qu'ils veulent le bien pour Israël comme ils veulent le bien pour la cause palestinienne, ils veulent le bien pour la région. Et ça, Israël n'est pas capable pour le moment de capter ça. Et c'est ça ce qui est dommage, c'est qu'elle se colle à des personnalités comme ça, que finalement on se trouve avec des gens qui sont des magouilleurs, quoi. C'est ça c'est terrible. Un petit message pour Michael qui coupe sur les réseaux sociaux. Faut couper ce passage d'Amir Badran sur Twitter. Faut le couper absolument. Une réaction. Pour réagir à la question que vous avez posée, est-ce que la gauche met les gens en prison dès qu'ils arrivent au pouvoir? Juste un petit pic. Ce que la gauche crie dans la rue quand ils sont en opposition, c'est ce qu'ils veulent faire quand ils arrivent au pouvoir. Quand la gauche israélienne crie dictature, dictature, nous ne voulons pas tomber dans une dictature, c'est ce qu'ils rêvent de faire quand ils arriveront au pouvoir. Yael Lerrer, votre information. On va retourner en France et on va parler musique, rap français. Freeze Corleone sera jugé en février pour apologie du terrorisme. Le rappeur comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Nice en février 2026 après des paroles polémiques faisant référence à l'attentat au camion bélier survenu le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais. En février 2024, dans son morceau intitulé « Haaland », Freeze Corleone rappait les paroles suivantes. « En défense, je suis Khalidou, t'es l'anglais, Burberry comme un grand-père anglais, j'arrive dans le rap comme un camion qui bombarde à fond sur la, sous-entendu, la promenade des Anglais. » Est-ce que c'est de l'apologie du terrorisme pour vous, Yael? Moi, je pense que l'apologie du terrorisme, en général, c'est un délit qu'il faut complètement supprimer de la loi. Je pense et particulièrement quand il s'agit des artistes. Alors, pour moi, c'est des métaphores, mais après, moi, j'aime pas cette parole-là. C'est pas et mon langage à moi, mais je pense vraiment la liberté d'expression est très très importante pour moi. Et évidemment la liberté artistique. Alors chasser, et particulièrement avec les lois existantes en France, où chaque personne peut porter plainte contre quelqu'un d'autre en lui accusant soit antisémitisme, soit apologie du terrorisme, etc., où la grande majorité de ces cas-là, la grande majorité, quand on monte, on fait des appels, etc., on supprime presque tous les procès. Moi, je trouve vraiment désolant. C'est des chasses aux sorcières qui je trouve pas démocratiques et contre toutes les libertés qui sont très chères pour moi. Rachel Bourlier, une réaction? Oui, je peux réagir parce que c'est vrai que c'est la culture du rap, la violence. On se souvient d'Orelsan avec son titre Sale pute qui avait été très controversé. Et d'ailleurs, il y avait eu un procès en 2009 et en 2013. Et c'est vrai que ça peut choquer parce que là, bon, c'est sur les attentats. Mais moi, vous voyez, il y a un film que j'ai tellement aimé, qui vient de sortir, de Paul Thomas Anderson, c'est avec Leonardo DiCaprio, Sean Penn et Del Toro, qui est exceptionnel, c'est One Battle for Another, qui fait polémique aussi parce que c'est toute la culture woke. Et en tout cas, pour moi, je le trouve encore plus violent, mais ça passe. Et pourtant, moi, ça me choque beaucoup plus que ce titre-là, mais parce qu'aujourd'hui, vous pouvez, il y a des films qui, la fin, si vous voyez ce film, si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir, mais parce qu'il y a une sorte, aujourd'hui, dans l'art, il y a des choses qui passent. Ça veut dire que parce qu'il y a une sorte de culture woke, on peut tuer à la fin parce que ça passe mieux à une époque que des titres. Alors je dis pas que là, ce titre-là, parce que c'est vrai, il y a quand même, il y a un attentat, il y a un deuil, mais il y a aussi, voilà, il y a des films où, comme il y a une époque, et puis il y a aussi, voilà, la gauche, c'est bien vu, on a le droit, même si c'est des acteurs de génie. J'ai beaucoup aimé ce film, mais je suis sortie avec quand même un certain malaise. Donc voilà, c'est deux genres, deux univers. Il y en a qui ont la carte et il y en a qui l'ont moins. Amir Badran veut réagir. Oui, je voulais, en parlant de films, je vais enchaîner sur ce que disait tout à l'heure Rachel, mais surtout je veux parler à Nathanaël et à nos téléspectateurs. Je sais de quoi vous allez parler. On va parler, il y a un tout nouveau film qui s'appelle Zombieland.
Zandland. C'est le producteur qui s'appelle Ben Zand. Il a projeté un film il y a quelques jours concernant ce qui est en train de se passer à Gaza par l'armée israélienne. Et vous allez voir les témoignages et les photos et les témoignages vivants de ces soldats, non pas par une erreur comme vous l'avez dit tout à l'heure, Netanel, mais comme si c'était des ordres bien institués dans l'armée israélienne envers Gaza et envers les citoyens de Gaza, non pas envers le Hamas, les citoyens de Gaza. Et c'est ça ce qui est terrifiant. Et c'est ça ce qui est... Il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage pour regarder la vérité en face et dire écoutez, on a fait un carnage. Regardez, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. On s'est mal pris et il faut corriger ça vite fait. Écoutez-moi bien. Après les Oscars, après avoir donné tous les prix au film, il y aura un journaliste qui fera une enquête sur ce qui s'est vraiment passé. Et vous verrez que ce film-là, c'est une pièce de théâtre montée de toutes pièces. Alors je vous invite à regarder et après on en parle. On regardera ça. Et les téléspectateurs aussi, c'est important. Allez voir, il n'y a pas de problème. Zandland. On en reparlera dans 5 ans. Votre information du jour. Provocation dans un quartier orthodoxe de Jérusalem, des drapeaux palestiniens accrochés à Mea Shearim. On voit la photo. Parallèlement, plusieurs poubelles ont été incendiées dans le quartier. Mea Shearim, est-ce un territoire perdu de l'État d'Israël ? Non, ce n'est pas un territoire perdu, l'État d'Israël. Ça reste un territoire de la ville de Jérusalem, qui est la capitale éternelle du peuple juif et de l'État d'Israël. On peut prendre une information... Non, il n'y a pas de... ça n'existe pas, zone de non-droit. On peut prendre une information et en faire tout un fromage. Vous savez, à Mea Shearim aussi, on a aussi la brigade des Hashmonaïm. C'est la brigade des ultra-orthodoxes qui a commencé à prendre marche il y a maintenant presque 1 an, qui est passée dans le quartier de Mea Shearim au moment où ils ont fait leur marche pour recevoir leur béret. On a aujourd'hui une israélisation des orthodoxes qui comprennent qu'ils appartiennent à un peuple, qu'ils appartiennent à un pays, qu'il y a un ethos qui n'est pas forcément celui dans lequel ils ont grandi, mais qui se rapproche. Quand l'État d'Israël a des valeurs juives, propose une possibilité de vivre sa vie de façon juive complète sans avoir à être dérangé par personne, alors au final, les orthodoxes... Vous balader tranquillement à Mea Shearim ? Oui, bien sûr. Non seulement je me balade tranquillement, mais même si je me balade en uniforme avec une arme, je reçois beaucoup plus d'amour et de compassion que n'importe quelle chose. Une petite histoire, vous savez, c'était pas à Mea Shearim, mais dans une ville ultra-orthodoxe. C'était en 2009, juste après l'opération Plomb endurci. Je vois un Sefer Torah qui passe, qui font rentrer un livre de Torah dans une synagogue. Je descends dans la rue pour danser avec le Sefer Torah. À la limite, j'étais habillé en soldat. On m'a considéré entre guillemets, plus important que le Sefer Torah en lui-même. D'aller dire que les orthodoxes sont contre l'armée, contre l'État d'Israël, parce que justement, chacun trouvera sa raison, c'est complètement faux. C'est à l'encontre de ce qui se passe sur le terrain. Les juifs qui se sentent juifs parce que juifs et qui vivent en Israël sont fiers d'être juifs, qu'ils aient une kippa noire, blanche ou n'importe laquelle. Voilà, c'était le tour de l'info. On va passer tout de suite au second débat de cette émission. Comme je vous l'annonçais dans les titres, une jeune arabe israélienne de 22 ans, elle s'appelle Mariam Alaïka, originaire de Kfar Kassim. Elle a été inculpée par le parquet israélien pour incitation au terrorisme et soutien à une organisation terroriste après avoir publié sur Facebook plusieurs messages saluant ouvertement le Hamas dans les jours ayant suivi l'attaque du 7 octobre 2023. C'est pas en France, c'est ici en Israël. Cette inculpation a inspiré l'équipe de Ça se débat cette question-là. Faut-il retirer la nationalité israélienne au soutien des organisations terroristes ? Rachel Bourlier répond oui. Amir Badran répond non. Ça se débat, saison 1, épisode 15, face à face 2. C'est parti. Rachel, vous avez la main, 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Amir, vous connaissez le principe, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt ? Rachel, c'est à vous, c'est parti. 60 secondes. Alors, on ne peut pas accepter que des citoyens israéliens soutiennent des organisations terroristes. Alors, quand on a la nationalité d'un pays, eh bien, on a des obligations, on a des droits, on a des protections de ce pays. Alors, ce que l'on doit faire en échange, eh bien, c'est de ne pas glorifier le terrorisme. On a cette responsabilité qui est minime, mais cette responsabilité envers
ce pays. Alors, je vais faire plaisir à Amir Badran, bien évidemment, c'est que je ne veux pas non plus que ce pays crée des apatrides, mais je ne peux pas dire que ce pays eh bien, laisse la nationalité à ce citoyen s'il glorifie le terrorisme, comme c'est le cas malheureusement. Il vous reste encore 13 secondes. Elle me donne 13 secondes, eh ben, écoutez... c'est le temps qu'il aurait fallu au Barça pour se prendre un but. Allez, on va avancer. Amir Badran. Amir Badran, c'est à vous. Alors moi je veux dire que soutenir des actes terroristes, c'est terrifiant. Peu importe de quel côté ils émanent, il faut punir ça sévèrement et très vite, et strictement. Or, soutenir le peuple palestinien pour une autodétermination n'est pas un soutien au Hamas. C'est autre chose, c'est un droit et il est légitime. La volonté de se libérer des chaînes de l'occupation militaire n'est pas un crime. C'est un instinct humain que même le droit international reconnaît, voire même une reconnaissance, une résistance armée. Je dis que malheureusement, ce gouvernement israélien est en train de traiter les Arabes comme des ennemis de l'intérieur. Il traite professeur Chaloub, qui est une chercheuse à l'université, avec un article académique comme terroriste, et il le fait pareil avec le maître Khalifa. Vous votez Amir Badran ou Rachel Bourlier? Ni l'un ni l'autre. Moi, je vote ni l'un ni l'autre. Je pense qu'il faut lui laisser la nationalité israélienne pour qu'à chaque fois qu'il ait besoin de présenter une carte d'identité, elle voit la menorah, le symbole de l'État d'Israël sur sa carte d'identité. Lui faire comprendre que si elle a des droits civiques, si elle peut conduire une voiture tranquillement, librement, avoir des droits comme n'importe quel autre citoyen israélien, c'est grâce à Israël. Bien qu'elle ait fait l'apologie du terrorisme. C'est ce que j'ai dit, Nathanaël. Alors je suis d'accord avec vous. Mais je pense qu'il faut lui laisser... Ah bah oui, c'est ce que j'ai dit, elle a des droits. Elle a le droit de la liberté. Exactement, pour qu'elle comprenne la chance qu'elle a de vivre en Israël, même en tant que minorité. Bien évidemment. C'est ce que je dis. L'autodétermination du peuple palestinien, l'apologie du terrorisme, tout ce que nous racontez, c'est des beaux mots, mais au final, il y a pas ce qui s'est passé dans cette affaire, tout n'est pas du Hamas. Ce qui s'est passé dans cette affaire-là, c'est une dame qui s'est réjouie qu'on soit venu dans le salon d'une famille, qu'on ait décapité les enfants, qu'on ait brûlé les parents et qu'on ait décapité les enfants. Il n'y a eu aucune preuve de ça, aucun témoignage, même I24. I24 a dû s'excuser pour avoir dit une chose pareille. Alors comment vous pouvez la répéter? Comment vous pouvez répéter ça? C'était le jour du 7. Comment vous pouvez répéter ça? C'est pas vrai ce que vous dites. C'est pas vrai ce que vous dites. Il y a eu, dans les témoignages qui ont été récoltés le jour même par des journalistes d'i24 News auprès des services de secours, qui ont été ensuite repris à l'antenne de la chaîne en anglais, elle parlait de 50 bébés morts. C'était ça la phrase. Décapités, des bébés dans les fours. C'était la phrase de 50 bébés. On va pas rentrer dans les détails. On va pas rentrer dans les détails. Du mensonge et I24 a dû s'excuser. Non. Vous ne pouvez pas. Elle s'est pas excusée. C'était pour la phrase de 50 bébés. 50 bébés. Mais c'était pas. Des bébés dans le four? Oui, 50 Ça existait? Oui, cette phrase. Des bébés décapités? Amir Badran, vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu 1200 morts ce jour-là. Il n'y a pas eu 1200 morts le 7 octobre. Ça, c'est vrai. Alors, ça, c'est vrai. Il y a eu des enfants. Mais dire qu'il y a eu des bébés décapités, dire que des gens. Amir Badran, il n'y a pas eu d'enfants. Alors, il y avait juste des bébés morts. En plus, amener des témoignages, des faux témoins. Des faux témoins. Est-ce qu'il y a eu des enfants qui ont été tués par le Hamas le 7 octobre? Oui. Mais décapités, non. Dans les fours, non. C'était terrible déjà comme ça. Il ne faut pas en rajouter. Il ne faut pas dire des mensonges. Ni essayer de maquiller le fait de se réjouir de ces actes-là par des grandes pensées nationalistes, du droit international ou du bullshit, whatever. C'est pas la question. Si une personne qui habite en Israël, qui jouit de droits civiques en Israël... Quel droit civique? Une professeure de droit est prise en justice. Un avocat est pris en justice pour avoir dit des paroles en manif. Elle a le droit. Il y a l'erreur. Elle a publié, cette jeune femme, elle a publié un message qualifiant Israël de cancer du monde, et elle a salué les actions du Hamas le 7 octobre. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? C'est une très jeune fille étudiante qui a regretté, au mois de février, elle a écrit au tribunal parce qu'elle était condamnée, mais après elle avait la question
des prisons, non pas prisons, etc. Elle a écrit très très bel texte qui était publié dans la presse israélienne. Comment elle regrette, comment elle n'a pas compris. Elle vient d'un petit environnement, c'était tout, et comment elle a appris. Alors, moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est que parfois, il y a des personnes qui disent des choses, qui tweetent rapidement, qui ne comprennent pas grand-chose, et c'est pas vraiment des personnes avec beaucoup d'influence, et après, on les chasse, mais vraiment, en manière pas possible. Et de toute façon, n'importe quoi que tu dis, il ne faut pas déchirer ta nationalité. N'importe quoi. C'est-à-dire, et c'est contre la loi internationale, évidemment. Alors, mais tous ces trucs-là, et c'est pas que l'État, c'est pas que la police, on a des centaines de citoyens palestiniens d'Israël qui étaient dans la prison, qui étaient arrêtés, dans un garde de vue, qui étaient torturés pour organiser des événements de solidarité avec des civils à Gaza, pour avoir cette sympathie-là. Encore une fois, on parle de plus que 20 000 enfants qui étaient tués à Gaza. Raphaël. Et dès que tu dis un mot, maintenant, c'est la police, c'est parfois malheureusement tes collègues, c'est parfois malheureusement les étudiants qui sont avec toi, qui te cherchent, qui te dénoncent. Et pour moi, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Rachel. Et ça, c'est un phénomène malheureusement courant en Israël. Et évidemment, c'est-à-dire juste une question. Allez-y, Rachel. Moi, j'ai une question rapide parce que sur 2 points, Yael, nous dit qu'elle a 20 ans, qu'elle s'est excusée. À 20 ans, elle est majeure, donc elle est bien responsable de ses actes. Ça, c'est le premier point. Et quand j'écoute Yael, ça fait quelques émissions que nous faisons ensemble, j'ai une question. Yael, vous aimez l'État d'Israël? Vous aimez les Israéliens? Parce que je termine, après vous répondez. Moi, je ne suis pas israélienne. Et Amir Badran, qui me cherche sur quelques émissions, mais la différence entre Amir et vous, c'est que moi, j'aime les Palestiniens et les Israéliens. Je suis ni palestinienne ni israélienne, je veux juste la paix pour les 2 peuples. Mais quand je vous entends tous les 2, j'ai l'impression que vous avez perdu toute objectivité. Et vous êtes aveuglés. Non, moi, je pense que c'est complètement l'inverse. Et voilà, c'était juste c'est-à-dire, c'est comme on m'a posé la question, si il y a quelque chose qui me motive, c'est mon amour. Mon amour à toute personne qui habite en Israël-Palestine. C'est-à-dire, moi, je suis née là-bas, mes parents sont nés là-bas, mes grands-parents, une partie de mes grands-parents sont nés là-bas, et j'ai vécu la grande majorité de ma vie, et je parle les 2 langues, je maîtrise l'hébreu et l'arabe. Non, mais c'est important tout ça, parce que j'ai comme Amir, on a la chance de vraiment connaître très très bien les 2 sociétés. Non, mais je connais un peu aussi. Alors, si quelque chose me motive, moi je pense à l'avenir de tout le monde. Et Rachel, je vous rassure, j'ai jamais été aussi sobre que je le suis maintenant. Soyez tranquille. Qu'est-ce que ça doit être? Non, mais la seule manière de vivre ensemble, c'est justement d'avoir les droits de tout le monde, avoir des tolérances, et laisser tout le monde à parler. Merci beaucoup. Je récupère la parole. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'heure de la carte blanche. Eh oui, la carte blanche de Julien Assal. Qu'est-ce qu'il nous réserve ce soir? Vous savez quoi? Même pour moi, ça va être une surprise. Allez, la carte blanche. Salut tout le monde, salut Raphaël. Et oui, ce soir on va parler de rap avec un ancien rappeur, Freeze Corleone. Il s'est frisé tout seul. C'est fini, il va plus bouger. Fini les studios, direction le tribunal de Nice. Et oui, à cause des polémiques, il y a ses punchlines sur l'attentat de Nice. Bref, c'est pas son prochain feat qui est attendu avec impatience, mais bien son procès. Ça va être un freestyle son procès. Derrière, il n'y a plus personne dans le rap. Attends, MHD, Maes, Kobalade en prison, Skyrock et Planet Rap en PLS. C'est peut-être le moment de ressortir les classiques des années 90. Je dis ça juste pour toi, Raphaël. Bon, et pour finir sur lui, Rachel, vous qui êtes fan d'Abba, Freeze, il aurait beaucoup de temps maintenant pour écrire une version rap de Dancing Queen, Dancing Freeze. J'espère qu'il le fera juste pour vous, ma BFF. Deuxième info, depuis la rentrée, les actes antisémites explosent dans les universités françaises.
Du coup, les partenariats avec les universités israéliennes sont remis en cause et les conséquences sont dramatiques. Fini les débats enflammés sur Sartre, fini les soirées raclettes universitaires, fini tous ces grands débats passionnés en amphi où tout le monde se plaint des horaires à la bibliothèque. Quelle perte pour les étudiants israéliens. Et du coup, face à ce chaos, moi je me demande si M. Mélenchon, ce serait pas lui l'homme de la situation. Voilà, il fait le buzz aujourd'hui, avec 66% de voix contre lui. Mélenchon, il est prêt à tout pour réussir. Le mec, tu mets tout seul dans une pièce vide, il va trouver un débat et un scandale en moins de 2 minutes. C'est vraiment un bad boy, hein. Tout ce qu'aiment les meufs d'ailleurs. Mélenchon, il a rien à perdre. Voilà. C'est fou, moi le matin, j'ai peur de faire renverser mon café. Lui, il renverse sa République tout entière. Et tu sais quoi, Raphaël, je me sens comme Mélenchon depuis que j'ai commencé les chroniques. J'ai beaucoup de haters et ça me motive de fou, c'est une dinguerie, comme Mélenchon. Allez, vive la République, Raphaël, et ça se débat, c'est moi. Vous avez la référence, ça se débat, c'est moi. Parce que la République, c'est moi. La République, c'est moi, la République. C'est moi, la République. On voulait perquisitionner son siège. Rachel Bourrier, vous êtes devenue la BFF, la best friend forever de Julien Assal. Ah, mais moi, je suis fan, là. Alors là, waouh! Mais je reposte ces stories, j'aime bien. Et puis alors, il s'améliore chaque jour de plus en plus. C'est waouh, là, aujourd'hui, il nous a fait. Barcelone il fan à forever. chaque fois. Alors, la Barcelone fan forever, c'était la blague de notre ami Nathanaël. Voilà. Ainsi s'achève cette émission. Je tiens à dire que je suis fan d'Amir Badran aussi. Ben oui, mais qui n'est pas fan d'Amir Badran? Tout le monde est fan d'Amir Badran. Allez, restez avec nous sur iTunes4 News. Restez avec nous. À très vite.